Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen tous les lundis soirs en direct sur Twitch. Vous pouvez aussi écouter Buonasera Calcio en podcast sur toutes les plateformes de streaming et revoir la vidéo sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à donner votre avis en notant l'émission avec les 5 étoiles et le pouce. Bonne écoute! Bonsoir à tous, bienvenue dans Buonasera Calcio pour encore une heure de folie et de football. Là, on rentre vraiment dans le sein des saints de la saison, vraiment. Chaque match vaut quelque chose, propose des retournements de situations absolument incroyables. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là. On a parlé pendant un an de football pour en arriver à maintenant. Et c'est ce soir qu'on va débriefer une finale de Coupe d'Europe, 2 finales de Coupe nationale, des adieux dans tous les sens, l'Italie qui enfin touche au but. Bref, voilà, on va tout débriefer ce soir. Alors, OJCRM qui déjà est dans les commentaires, merci beaucoup. Bonsoir à tous, on a vécu un super week-end de foot entre le crachat sur un minot, un supporter qui frappe une supportrice violée, une arbitre reconduit sous escorte en Grèce, c'est vrai, Stéphanie Frappard, une bagarre sur une autoroute et des fans en colère qui arrachent les drapeaux de leur président. Heureusement, dans tout ça, il y a eu la bataille pour le maintien en Serie A pour parler foot. Effectivement, c'était palpitant entre Frosinone et Empoli, voilé bien sûr et pas violé. Et pour parler, quoi de mieux que notre GOAT Buonasera Calcio. Merci, c'est très 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 gentil, c'est gentil, merci beaucoup, merci d'être à vous, mais merci d'être là, à vous plus exactement. C'est vous les vrais GOAT du football, parce que c'est avec vous que je discute, donc il n'y aura pas de discussion sans vous. Donc voilà, merci encore à tous ceux qui sont là, tous ceux qui suivent Buonasera Calcio, les nombreuses personnes qui revoient la vidéo sur YouTube, les nouveaux abonnés, merci chaque semaine, quasi j'ai des nouveaux abonnés, je vous remercie vraiment, ça me touche profondément. Jacques Lafride, salut à tous, depuis Nancy, écoute, salut à Nancy, voilà, Nancy, c'est marrant, hier il y avait Michel Platini qui était dans le Canal Football Club, qui avait c'était une très belle séquence sur l'Euro 84 parce que c'est les 40 ans de la victoire, la première victoire internationale de l'équipe de France et Nancy, forcément, on est obligé de penser à Michel Platini lorsqu'on pense à Nancy. Et hors foot pour le week-end, des adieux, j'aime pas spécialement Nadal, mais ces adieux ultra émouvants. Alors moi j'étais au travail. Donc j'ai vu que c'était la fin pour Nadal et probablement vraiment la fin définitive de Nadal à Roland en tous les cas. Je pense qu'il va aller au bout de la saison pour faire un peu une tournée d'adieu. Malheureusement il n'était pas tête de série, il se prend Zverev premier tour, bam, bisous, c'est gentil d'être venu. C'est dommage. Mais voilà quoi, il a été protégé pendant de nombreuses années quand même avec ce système par l'ATP des blessures. Là, malheureusement, c'était plus possible, quoi. Il était plus du tout tête de série, donc il en a pris une dès le début. Bon, voilà, c'est comme ça, fallait que ça s'arrête. Au moins, il est venu dire au revoir, parce que ces 2 dernières saisons, c'était compliqué. La saison dernière, en tous les cas, c'était compliqué pour lui. Donc, c'est bien qu'il soit quand même venu dire au revoir sur le Philippe Chatrier à Roland. Je pense que c'est bien. Oui, donc revenons à nos moutons. Alors ce soir, j'ai envie justement, comme tu le disais au JCRM, de parler des belles choses du football. En revanche, vraiment, j'ai pas du tout envie de parler de tous les débordements. Je pense que, bref, la bêtise humaine pourrait être commentée jusqu'à la fin des temps, malheureusement. Je pense qu'on a tous compris maintenant que voilà, l'espèce humaine n'était pas forcément très brillante en général, alors de temps en temps absolument extraordinaire et malheureusement très souvent affligeante. Donc voilà, mais c'est vrai effectivement que moi j'avais envie de parler des belles choses et franchement ce week-end ce qui m'a touché le plus c'est tous ces adieux qu'il y a eu dans le football. Franchement, c'est une saison. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Et peut-être que vous allez peut-être avoir d'autres exemples. Mais moi, j'avoue que j'ai essayé de penser à une saison où il y a eu autant de pages qui se tournent en même temps dans la même saison. Et j'en ai pas vu beaucoup. Je sais pas. En tous les cas, en Serie A, c'est une vraie fin de cycle. Donc bien sûr on va en parler un petit peu mais moi j'ai beaucoup de choses à dire bien entendu sur les adieux de Pioli, de Simon Kjær et de Giroud au Milan qui se sont super bien passés, c'était fantastique, donc voilà. Il y a eu aussi bien sûr les adieux d'Allegri, alors bon, ça s'est passé un petit peu différemment
mais c'est quand même une page qui se tourne, une très grosse page de l'histoire de la Juve et qui se tourne, hein, parce que finalement c'est le dernier, on va dire, ils ont essayé de faire une transition après de post-Allegri, ça n'a pas fonctionné avec Sarri et Pirlo, et puis ensuite ils l'ont remis quand même, ce qui fait qu'il est resté en tout et pour tout, je crois, 10 ans à la tête de la Juve, donc c'est quand même une énorme page qui se tourne, en plus qui se tourne dans un fracas assez assourdissant. Il y a eu aussi, bien sûr, la page Toni Kroos, il y a la page Thiago Motta à Bologne. Bref, il y a beaucoup de pages qui se tournent dans le football italien, en tous les cas. Kylian Mbappé qui part du Paris Saint-Germain, Marco Reus qui fait ses adieux au Borussia Dortmund, enfin, en tous les cas, qui va les faire samedi 1er juin pour la finale de Ligue des Champions. Donc, il y a eu énormément d'adieux un petit peu au foot, je trouve, soit d'adieux, soit de vraiment de changement d'air dans beaucoup de clubs. Et puis voilà, alors c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que je pense que Vincent Kompany au Bayern, c'est aussi un changement d'air, très clairement. Je trouve même que c'est peut-être le plus spectaculaire. Mais bon, bref, on va pas forcément en parler ce soir, mais je pense qu'on pourra faire un sujet là-dessus parce que c'est quand même chaud de se retrouver avec Vincent Kompany à la tête du Bayern. Mais bon, donc voilà. Au JCRM qui nous dit entre les adieux du foot et ceux du tennis la semaine dernière et aujourd'hui, une page se tourne dans ces sports, ça fait bizarre les avoir tous vus débuter pour les joueurs et les voir partir maintenant, sacré coup de vieux que je prends. Je suis tout à fait d'accord avec toi et moi c'est pas la première génération que je vois partir. Que j'ai vu commencer et que je vois partir. Je sais pas, par exemple, je prends la génération de Sidney Govou, par exemple. Sidney Govou, je l'ai vu débuter dans le football et je l'ai vu terminer sa carrière dans le foot. Toute la génération 98, j'ai suivi leur début, par exemple. Donc voilà. Après, la génération d'avant, les Maldini, je sais pas si je prends Milan, par exemple, les Maldini... je sais pas, George Weah, même, je sais pas, au Paris Saint-Germain, par exemple, Ginola, etc. Tout cela, j'ai vu juste leur fin, plus exactement leur carrière et leur fin. Je les ai pas vus débuter. Mais la génération d'après, je l'ai vu et débuter et terminer. Et là, je revois une deuxième qui est en train de terminer, parce que j'ai vu débuter Messi, par exemple, et puis il s'en va. Enfin, il s'en va. On peut considérer qu'il est parti du football, mais Cristiano Ronaldo, c'est la même chose. On peut considérer qu'il est parti du football. Donc oui, c'est la deuxième génération complète que je vois partir, en fait. Donc voilà, c'est vrai que ça inquiète. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est très inquiétant. Donc là, j'en suis à 2 générations et demie, on va dire. Et voilà, vive la troisième, qui est en train d'éclore sous mes yeux. Je sais pas, les Xavi Simons, les Sesco. Je sais pas pourquoi je pense à eux, mais je pense à eux parce que je trouve que c'est des bons talents très jeunes, quoi. Donc voilà, Bellingham par exemple, Vinicius, tout ça, on va peut-être, et je nous le souhaite d'ailleurs, JCRM, les voir terminer en fait, ce serait bien. Ce sera plutôt rassurant pour nous. Donc voilà, et je nous souhaite même d'en voir une 4e encore terminée quand même. Ce sera bien. Voilà. Et là après, peut-être qu'on pourra s'arrêter. Donc voilà. Idem pour moi, mais là, il n'y en avait pas autant d'un coup que cette saison. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, c'est un vrai changement d'air à tous les niveaux. Il y a, en gros, il y a tous les gros joueurs de la fin des années 2000 et qui ont dominé les années 2010 qui sont en train de disparaître, et c'est exactement la même chose dans le tennis. Nadal, son règne commence en 2008, je crois, et voilà, il est en train de se terminer en 2024, ce qui est monstrueux déjà. C'est déjà énorme de faire autant d'années au très 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 haut niveau. Mais donc voilà quoi. Là, on pourra dire qu'on est très vieux, avec quatre générations. Effectivement, tu as tout à fait raison. Quand on verra la retraite de Mbappé, Haaland, après avoir vu ceux de Kaka, Zidane, etc. Là, on pourra dire qu'on sera pas mal, effectivement. Donc voilà, je suis d'accord. En tous les cas, je sais pas si vous avez vu, mais on va commencer par le Real parce que moi, effectivement, il y a un truc aussi qui s'est passé, c'est que j'ai versé beaucoup de petites larmes ce week-end à cause de tout ça. Alors pas le tennis parce que j'ai pas pu le voir aujourd'hui, mais effectivement, j'ai versé ma petite larme pour Toni Kroos parce que c'était très très émouvant ce que le Bernabéu lui avait réservé comme accueil au début du match, et ensuite, bien sûr, à sa sortie. Alors là, c'était complètement dingue avec ses enfants qui étaient en pleurs, lui qui était en pleurs. Enfin bref, franchement, c'était vraiment magique. Un très très beau moment de football, une carrière comme elle devrait toujours se terminer.
Franchement, c'est... Enfin bon, après, il faut avoir la dimension du joueur qui est Toni Kroos, hein, parce que c'était aussi le dernier match de Nacho au Real. Bon, ça s'est pas passé exactement pareil. Après, Nacho, c'est pas son dernier match de sa carrière. C'est le dernier match au Real, mais bon... on va dire que vraiment, Nacho, c'est l'ADN du Real, même s'il n'est pas ultra talentueux, c'est vraiment, il a l'ADN du Real tatoué sur le cœur, à l'intérieur du cœur. Donc c'est quand même, voilà. Mais il y a eu plus d'émotions finalement pour Toni Kroos que pour Nacho, ce que je peux comprendre, hein, parce que Toni Kroos a joué pendant 10 ans au ultra super haut niveau avec le Real. Donc franchement, chapeau. Bravo pour toute la carrière qu'il a fait. Il a un palmarès absolument mais stratosphérique. Il a toujours été d'une humeur égale, quasi. Jamais un éclat de voix. Enfin, bon, à l'allemande, hein, c'est-à-dire que des fois, il est un peu franc, mais jamais dans les tabloïds, etc. Un exemple de travail et d'abnégation. Il n'a jamais essayé d'avoir la lumière sur lui. Il l'avait naturellement, en fait, quand il faisait ses passes complètement folles, etc. Donc, franchement, chapeau Toni Kroos, vraiment. Et surtout, ce courage de respecter ce qu'il avait dit, c'est-à-dire, je m'arrêterai lorsque je serai au sommet. Bah, il s'arrête sur une finale de Ligue des Champions, un petit peu comme Zidane avec sa finale de Coupe du Monde. Alors, je lui souhaite sincèrement que ça se passe différemment pour lui. Mais je veux dire, c'est honnêtement, c'est fantastique d'avoir réussi à avoir le courage de te dire je veux m'arrêter maintenant parce que je sais que là je pourrais pas aller plus haut, en fait je pourrais que descendre. Et ça, c'est super courageux, je trouve. Franchement, vraiment, moi je suis vraiment admiratif de cette lucidité que Toni Kroos a. Et en plus, il termine sur un Euro à la maison en Allemagne, plus la finale de Ligue des Champions, il gagne le championnat d'Espagne, enfin bref. C'est magnifique, quoi. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique ce qu'il fait. Il peut terminer de la meilleure des façons possibles, parce que l'Allemagne peut très bien gagner son Euro. Moi, je ne pense pas que c'est impossible, loin de là, même si l'Angleterre fait vraiment figure de favorite impressionnante. Mais l'Allemagne peut gagner avec l'engouement populaire. Donc voilà. Entre Kroos et Reus, un Allemand va avoir une belle fin dans son club. Ouais, absolument. Et peut-être que 2 Allemands vont avoir 2 belles fins en équipe nationale. Ah bah non, parce que Reus, il n'est pas sélectionné. Ouais. Donc non, effectivement. Donc oui, franchement, voilà. D'ailleurs, bon, cette finale de Ligue des Champions, plus j'y pense, plus je me dis que, bien sûr, si je reste lucide, rationnel, je me dis, bon, bah, c'est du 70-30, en gros. C'est 70% pour le Real et 30% pour Dortmund. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc vraiment bizarre autour de Dortmund cette année. Une espèce d'aura d'invincibilité, un peu comme le Portugal en 2016 ou la Grèce en 2004. Même si c'était des nations, ou peut-être même on peut même prendre le Real de 2021, qui est pas du tout la meilleure équipe, qui n'a pas du tout le meilleur jeu, qui est quasi tout le temps dominé, mais est immortel, en fait. Et ce Dortmund, même si le Real est quand même dans ce style-là vraiment impressionnant, bah là, j'ai l'impression qu'ils arrivent un peu complètement, on va dire, pas du tout favoris. Tout le monde les voit perdre contre le Real. Et j'ai bien l'impression que c'est peut-être leur année pour la 2e Ligue des Champions de Dortmund. Donc voilà, je sais pas pourquoi, hein, c'est pas rationnel. Et puis vous connaissez mon talent pour les pronostics. Mais quand tu as ce type d'aura qui se développe autour d'une équipe, tu te dis c'est pas possible. Ils se sont fait dominer par tout le monde, hein. Faut le savoir. Hein. Tout le monde doit sortir Dortmund et personne ne réussit à le faire. Donc c'est ça, moi, qui m'inquiète. Exactement comme le Real 2021, c'est-à-dire c'était pas du tout, mais on en était très 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 loin, la meilleure équipe d'Europe. Mais alors vraiment super loin. Et finalement ils vont la gagner. Donc c'est très bizarre. Le Dortmund de 2024 me rappelle celui du Monaco de 2004. Oui, dans leur parcours, je suis d'accord avec toi. Mais le Monaco de 2004, ils étaient flamboyants. Tu vois, dans le jeu, c'était, je sais pas si tu te souviens, mais c'était incroyable. Hein. Honnêtement, c'était magnifique à voir jouer. Hein. Ils faisaient des trucs complètement dingues. Ils étaient ultra offensifs. Ils avaient des joueurs exceptionnels en attaque. Jérôme Rotten qui était quand même si après on a bien vu que c'était pas un super grand joueur, mais à ce moment-là il était au pic de sa carrière. Morientes qui était vraiment aussi pareil au sommet de sa carrière, et Giuli qui était à l'aube de sa carrière mais qui était déjà ultra fort.
Donc non, et puis un milieu de terrain qui était fou, une défense qui était très très solide, pas génial mais très solide, et puis un gardien très 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 expérimenté, c'était Flavio Roma, je crois, si je ne m'abuse. Donc non, c'était honnêtement très 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 belle équipe de Monaco comparée à l'équipe de Dortmund qui est pas terrible. Donc voilà. Une épopée incroyable, ouais, absolument, Jacques Lafritte, une épopée incroyable. Le gros souci, c'est que nous, on n'a que des épopées. Et ça, c'est un peu relou quand même. C'est-à-dire qu'en France, il n'y a que des épopées en Coupe d'Europe. Même Rennes, hein, on dit qu'ils ont fait une épopée un jour quand ils sont allés en huitième ou en quart, je ne sais plus, je crois que c'est en huitième de Ligue Europa. Donc, c'est pour te dire comment c'est une épopée. Donc c'est un problème, quoi, parce qu'il faut gagner à un moment. faut arrêter d'avoir 2 coupes d'Europe. C'est pas possible. On a autant de coupes du monde que de coupes d'Europe. Je crois qu'on est le seul pays comme ça. Il y a pas de pays qui a autant de coupes du monde que de coupes d'Europe. Il y en a pas. Ça n'existe pas. Tous les pays qui ont gagné la coupe d'Europe, la coupe du monde, ont au minimum 10 coupes d'Europe. Tu peux y aller, hein. L'Italie, l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne, qu'est-ce qu'il y a encore? Même le Portugal. Sauf que le Portugal n'a pas gagné la Coupe du Monde. Mais même le Portugal qui n'a pas gagné la Coupe du Monde, ils ont 10 Coupes d'Europe. Tranquille, easy. Donc, on est le seul pays au monde à avoir gagné la Coupe du Monde. Et en plus, on l'a gagné 2 fois. Et avoir moins de 10 Coupes d'Europe. Ça n'existe pas. C'est une anomalie absolue du football. C'est pas normal. C'est comme si tu me disais que voilà, en Argentine, ils ont 3 Coupes du Monde et leurs clubs n'ont jamais gagné la Copa Libertadores, ou une fois. Mais non, c'est pas possible en fait. Ça n'existe pas, ça. donc voilà. Mais bon, bref. Une épopée incroyable, des scénarios de dingue, dit Jacques Lafritte, donc en parlant de l'épopée de Monaco. Le Real et le Chelsea dehors, il me semble, absolument. Et pas seulement le Real et Chelsea dehors, parce que c'était juste ça. C'est des remontadas de l'espace. C'est-à-dire que c'était des matchs complètement fous en plus. Parce qu'ils vont gagner des 4-2 à l'extérieur, des trucs complètement fous pour se qualifier. Donc, non. Jacques Lafritte, le Real, c'était lunaire car Morientes avait marqué alors qu'il était prêté par le Real et il élimine son club. Ouais, absolument, c'est vrai. Non, c'était une très belle équipe, hein, une superbe campagne. Hein. C'est dommage que, voilà quoi, Porto, ils sont arrivés, le Porto de Mourinho, première action, bam, allez, tu pètes Julie, merci, c'est gentil d'être venu, il n'y avait plus rien. Il s'était plus rien passé du match après. Donc bon, bref. Revenons-en à nos moutons. Donc Tony Kroos, franchement chapeau, vraiment bravo Monsieur Kroos. Et s'il termine sur une victoire en Champions ou une victoire à l'Euro, franchement c'est incroyable de terminer comme ça. Et franchement c'est très très beau de tenir parole et de dire je terminerai au sommet de ma carrière. Donc chapeau Monsieur Kroos. C'était très émouvant, même si je suis pas du tout madridiste, mais là c'était vraiment très très émouvant et très bien fait d'ailleurs de la part du Real. Un autre club qui a très très bien fait les choses, c'est Milan, qui pour la dernière de Pioli, déjà il y a eu un dernier Pioli's on fire, et là franchement c'était très compliqué de garder son sang-froid devant ça. J'aurais beaucoup aimé être au stade. Bon, c'était pas possible pour une question d'horaire, de travail, etc. Mais honnêtement, c'était vraiment. J'aurais beaucoup aimé être au stade, et c'est vrai que j'aurais beaucoup aimé saluer une dernière fois Pioli parce que c'est lui qui nous a sortis de cette espèce de Banterera. Donc bravo, Monsieur Pioli, merci pour tout ce que vous avez fait. Ils ont eu franchement Milan. Enfin, le stade a vraiment célébré Stefano Pioli, l'a honoré comme il se fallait. Et pareil pour Olivier Giroud. Et franchement, Giroud, c'est vraiment émouvant parce que ce qu'il a donné en 3 ans, il a tué la malédiction du numéro 9 qui existe à l'AC Milan. Il a marqué, et il a fait des passes décisives très importantes pendant 3 saisons. Il a été champion avec le Milan. Il a été en demi-finale de Ligue des Champions. Enfin bref, comme d'hab, quoi. Comme Giroud d'habitude, c'est-à-dire que tu as l'impression que c'est pas le numéro 9 ultime, etc. Et en fait, il est toujours là dans les endroits où ça gagne, en fait. Donc c'est plus un hasard, en fait. Ça peut plus être un hasard. C'est pas possible que ce soit un hasard, en fait. Donc chapeau, Monsieur Giroud. San Siro lui a chanté une chanson absolument incroyable pendant
plusieurs minutes d'affilée. Donc c'était vraiment top. Même s'il a passé que 3 ans à Milan, ça ne sera pas une légende du Milan, mais bravo parce qu'il a fait excellemment bien son travail, surtout entre ses 34 et ses 37 ans. C'est ça qui est impressionnant. Voilà quoi. D'ailleurs, c'est entre ses 35 et ses 38 ans. Donc voilà, c'est surtout ça qui est impressionnant. Il termine à plus de 15 buts, 15 buts, passes décisives chaque saison. Il a eu un impact incroyable sur les jeunes qui sont autour de lui. Donc non, franchement, vraiment. J'ai été plus ému par le départ de Calabria que Kroos. ouais. Mais il y a eu aussi donc Simon Kjær qui partait, qui a joué aussi un grand rôle dans le redressement du Milan parce que il a amené son expérience à un groupe très très jeune. C'est simple, hein, ils avaient pris Ibra et Simon Kjær pour structurer un petit peu ce groupe qui était très jeune, qui était plutôt talentueux, mais assez jeune, et c'est à partir de ce moment-là où ça a commencé à prendre, avec Pioli à la baguette, tout a bien pris, puis ensuite, l'année suivante, ils ont rajouté Olivier Giroud, qui a été acheté quand même 1 million d'euros à Chelsea. C'est quand même un des meilleurs investissements que le Milan ait jamais fait dans le football. Donc voilà, 1 million d'euros, 3 ans, champion, demi-finale de Ligue des Champions, 2e du championnat, bref. Voilà, chapeau Monsieur Giroud. Merci beaucoup. Donc ça aussi, c'était très bien organisé et je voulais vraiment le souligner parce que la nouvelle direction du Milan continue à savoir honorer ses anciens et ça c'est vraiment très très bien. Moi je suis ultra fan de ça. Voilà, enfin ses anciens. En tous les cas, les joueurs qui lui ont rendu vraiment un fier service. Milan aussi est à la porte d'un nouveau départ. On en parlera probablement. Hein. On va voir ce que ça donne. Mais c'est clair que avec Giroud qui s'en va, Simon Kjær qui s'en va, et puis l'entraîneur qui s'en va, plus 2-3 autres joueurs qui vont partir parce que fin de contrat, pas re-signé, etc. Plus un big probablement qui va s'en aller. Milan est vraiment à l'aube d'une nouvelle ère avec probablement Fonseca comme entraîneur. C'est en tous les cas vers ça qu'on se dirige. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose de pas mal. Maintenant, il va falloir recruter les bons profils pour laisser Fonseca s'épanouir dans ce club. Donc voilà, mais moi je suis pas pessimiste sur le futur. Je l'aurais été un peu plus avec Lopetegui. Voilà. Bon donc Fonseca, moi ça me dérange pas. J'aurais adoré Conceição, perso, ou Motta, mais bon ça y est, il a signé à la Juve. Donc voilà, mais ça aussi c'est une bonne nouvelle pour la Serie A que Motta signe à la Juve. Ça veut dire qu'il va y avoir une Juve vraiment ambitieuse dans le jeu, qui va représenter normalement, enfin, le championnat d'Italie. Et ça n'est qu'une bonne nouvelle pour la Serie A quand on voit ce que le championnat d'Italie a fait ces derniers temps en Coupe d'Europe sans la Juve. Imaginez avec une Juve forte, franchement, ça va être spectaculaire. Donc voilà. Donc franchement, non, c'est une très très bonne semaine. D'ailleurs, finalement, on va enchaîner. Bon, il est 20h23. On a parlé des adieux. Alors Marco Reus, il a un dernier match contre le 1er juin contre le Real, ce qui pourrait être l'apothéose de sa carrière, franchement. Et puis oui. Qu'est-ce qu'il y a eu encore comme adieu ? Il a dû en avoir, mais le problème c'est qu'ils étaient beaucoup moins émouvants. Par exemple, celui de Xavi au Barça, je pense qu'il a fait verser un petit peu moins de larmes, alors que Xavi est une légende absolue du Barça et il leur a fait gagner un titre quand même dans une période ultra compliquée de leur histoire financière, économique et financière. Donc voilà, moi je trouve que c'est dommage que ça se termine comme ça. Mais bon. Jacques Lafritte qui dit ça change de pari. Oui, ça change de pari. Effectivement, c'est dommage parce que franchement, pour des questions d'ego à 2 balles entre Mbappé et El Khelaifi, il n'a pas eu la soirée qu'il aurait dû avoir. Mbappé, c'est naze. Franchement, c'est naze parce que qu'on le veuille ou non, c'est pas le plus grand joueur du Paris Saint-Germain, de l'histoire du Paris Saint-Germain. Je pense que Rai est largement au-dessus. Bernard Lama, Viginola, je sais pas, même Luis Fernandez, etc. Mais ça change pas que c'est le plus grand attaquant du Paris Saint-Germain. N'en déplaise à quiconque suit le Paris Saint-Germain depuis 1970, c'est le plus grand attaquant du Paris Saint-Germain. Donc voilà, même si Paris a eu des attaquants absolument extraordinaires, dont des ballons d'or, style George Weah, etc. Donc voilà, mais ou Ronaldinho.
Mais ça change pas que je pense que c'est le plus grand attaquant du Paris Saint-Germain et tu dois l'honorer comme il se doit, quoi. C'est pas parce qu'il t'a pas cité dans son tweet de départ que ça change quelque chose. Mais bon, bref. Enfin bon, c'est Nasser El Khelaifi est je le dis, je le redis, je le redis, est un cancer pour le Paris Saint-Germain et pour le football en général. Mais pour le Paris Saint-Germain, c'est un cancer. Je ne sais pas ce que ce monsieur fait là. Il faut impérativement qu'il fasse autre chose, du tennis ou je sais pas, mais il faut qu'il se barre en fait. Enfin bref. Mais il y a bien d'autres Qataris qui sont intellectuellement compétents pour mettre à la tête du Paris Saint-Germain quand même. Il n'y a pas que Nasser El Khelaifi au Qatar. C'est pas possible. Moi, c'est un truc que je comprends pas en fait. Faut le virer en fait. Messieurs les Qataris, virez-le, mettez quelqu'un d'autre de chez vous. Ça, je comprends parce que voilà, c'est votre club. Ok, pas de souci. Moi, ça me dérange pas. Mais mettez quelqu'un d'autre. Vous avez bien des gens compétents quand même. Et vous allez tous à Harvard. C'est pas possible. Donc, bref, excusez-moi, mais ça m'énerve. En fait, ce mec-là est incompétent depuis 14 ans maintenant. 12 ans, pardon. 12 ans. C'est pas possible, en fait. Bref. C'est vrai, des clubs nuls pour les anti-Giroud, n'en déplaise à Mikou. C'est quoi ? Je suis pas sûr d'avoir compris. C'est comme ça qu'on construit une aura. Bah oui, c'est ça d'être un grand club. C'est savoir honorer les gens qui t'ont rendu service. Savoir aussi s'en séparer, mais s'en séparer élégamment. D'accord ? Et ça, c'est important. C'est vraiment important. Donc voilà. Conte à Naples, le ménage. Oui, tu as tout à fait raison, JCRM. Exact. Ça aussi, c'est un truc dont il faut parler. Conte à Naples, le ménage Conte De Laurentiis. JCRM dit Netflix doit faire un reportage sur le Naples la saison prochaine. Mais clair, mais c'est sûr et certain. C'est incroyable. C'est n'importe quoi. Conte, je sais pas ce qu'il va foutre là-bas, parce qu'il va avoir 33 € pour recruter. Il n'a pas une équipe ultra forte, quand même. C'est pas non plus un truc de fou. Et il a Aurelio De Laurentiis sur le paletot. De Laurentiis, s'il recrute Conte, il veut être champion d'Europe. Je cherche pas. Déjà, quand il a Rudy Garcia, il veut être champion d'Europe. Alors, quand il a Conte, il veut être champion d'Europe et l'année suivante, il veut gagner le mondial des clubs. C'est comme ça. Donc, la pression qu'il va mettre à l'autre. L'autre, la pression qu'il va lui remettre dans l'autre sens en lui disant mais tes joueurs de tocard là, moi j'en veux pas, je veux un vrai mercato. Ça va être, mais je sais même pas si la saison va commencer avec Conte. Honnêtement, hein, je ne sais pas. Je peux pas vous le garantir. Ça peut se terminer comme comment il s'appelle, notre cher entraîneur argentin qui était parti de la Lazio, Bielsa à la Lazio. C'est pareil, hein, parce que De Laurentiis, Lotito, c'est à peu près les mêmes. Hein. Enfin, à peu de choses près, c'est les mêmes fous. Et ça peut se terminer comme ça. Hein. Il peut se barrer, même la saison, elle n'a pas commencé. Hein. Il fait 3 entraînements, il demande 2 joueurs. Les 2 joueurs, c'est des gars en bois qui lui recrutent. Il se barre, c'est sûr et certain. Donc je sais pas, on verra. Écoute, entre Cavani, Di Maria et Mbappé, les au revoir des stars parisiennes, une honte. Ouais, tu peux citer aussi Thiago Silva, etc. C'est pas, il y a jamais de, je sais pas, en fait. Je sais pas, ils empilent tellement la frustration qu'ils ont beaucoup de mal à reconnaître en fait l'apport de joueurs comme ça, qui sont des joueurs qui les ont quand même fait passer dans une autre dimension, quoi. Je veux dire, Paris était un grand club dans les années 90, mais dans les années 2000, ils étaient à un but de comment il s'appelle, de Camara, de descendre en Ligue 2. Donc ils sont quand même derrière ça, grâce aux Qataris et grâce à toutes ces stars, à Maradiané, pas Camara, pardon. Ils sont quand même, ils sont passés dans une autre dimension grâce à Thiago Silva, grâce à Ibrahimovic, grâce à Di Maria. Même si Ibra, ils lui ont quand même fait un adieu, alors que probablement, c'est peut-être celui pour lequel il fallait pas qu'il y ait d'adieu, parce que lui, quasi toute sa carrière au Paris Saint-Germain, il dit en gros Paris n'existe pas, c'est moi, enfin bref, sans moi Paris n'existe pas, etc. Lui, je lui aurais pas fait d'adieu, hein, c'est sûr et certain. Vous savez que j'aime beaucoup Ibra pour son attachement au Milan, mais je suis Paris, je lui parle même pas. Hein. Dernier match, je le mets même pas titulaire, je lui dis allez casse-toi, tiens il y a une 2 chevaux devant le Parc des Princes. Hein. Mais en revanche tous les autres, tu vois, ils ont montré leur attachement au Paris Saint-Germain. Thiago Silva, Di Maria et tout. Cavani, tout ça, et eux, on les a traités comme des malpropres. C'est incroyable. Moi, c'est vraiment un truc que je comprends pas, mais bon, bref. Enfin, il n'y a pas que Paris, mais il se trouve que Paris se veut être un grand club. Donc voilà, il y a d'autres clubs aussi hein, dans lesquels ça se passe pas très bien en France. Il y a des clubs aussi à l'étranger dans lesquels ça se passe pas très bien, mais quand tu veux être un grand club, tu dois faire les choses bien, quoi. Donc voilà.
Paris avait fait des adieux à Beckham, mais pas à Mbappé. Non, mais c'est vrai, tu as tout à fait raison. Mais attention, les adieux de Beckham, mais c'était l'espace. Enfin, même limite, c'était touchant. Alors que Beckham avait joué 6 mois au Paris Saint-Germain, quoi. Enfin, tu savais même pas pourquoi il était là, en fait. Et c'était quand même pas mal, tu vois. C'était franchement bien ce qu'ils avaient fait. Et là, ils font pas pour Mbappé, pas pour Di Maria, pas pour Cavani. Non, mais attendez, mais ils tournent à l'envers. Tout ça pour des histoires d'ego de con de Nasser El Khelaifi. Moi, c'est un truc que je comprends pas. Bon, bref. Donc voilà. En gros, week-end d'adieu et c'était franchement très très bien. C'était aussi mélancolique parce que c'est des joueurs que tu verras plus et qui sont très très forts et qui sont pas forcément remplacés. J'ai pas encore vu les remplaçants sur le terrain. Donc voilà, on verra bien. Je souhaite en tous les cas longue vie à Giroud, longue vie à Toni Kroos. Enfin, Giroud, il a encore une carrière à faire en Angleterre, aux États-Unis. On verra bien. Il va peut-être s'amuser, ça va être bien. Donc voilà. Bref. On va passer au deuxième point. Forza Atalanta, j'ai appelé ça. Grande idea. Ouais, parce que franchement, incroyable ce qu'a fait l'Atalanta. Mais surtout le match, en fait. Je voulais revenir sur le match parce que c'est très bien de se dire, OK, depuis 8 ans que Gasperini a repris le club. Enfin, ça vient valider tout le travail qu'il a fait pendant 8 ans. Oui, c'est vrai. C'est pas faux, bien entendu. Ça fait plaisir de gagner quelque chose après 2 finales de Coupe d'Italie perdues, dont une très récente, il y a 10 jours. Mais c'est vrai aussi qu'ils auraient pu le faire d'une manière pas terrible. Là, quand tu vois le parcours que l'Atalanta fait en Europa League, en général, les roustes qu'ils mettent à tout le monde, c'est-à-dire à Liverpool quand ils se déplacent à Anfield, même si on savait que Liverpool était un peu en surchauffe, mais enfin on l'avait dit dans Buonasera Calcio, mais quand même la roustade qu'ils mettent à Liverpool, la rouste qu'ils mettent à Marseille, la rouste qu'ils mettent au Bayer Leverkusen que tout le monde voyait comme oh là là ça y est c'est bon, c'est le nouveau c'est la nouvelle grande équipe, etc. Déjà, ça me fait marrer que le 6e ou le 5e de Serie A mette une rouste au champion invaincu de la Bundesliga. Ça me fait marrer. Je trouve ça drôle. Et parce que ça vient valider plein de choses que le coefficient UEFA montre, tout simplement. Et surtout parce que voilà, en fait, c'est une équipe qui était terrifiante et qui n'est que 5e de la Serie A. C'est ça le truc, c'est que c'est vraiment assez impressionnant en fait le niveau, la densité que la Serie A commence à avoir. Donc voilà, mais au-delà de ça, je voulais surtout féliciter l'Atalanta pour son match absolument total, une agressivité de tous les instants. Il n'y a pas une minute où ça s'est arrêté. Peu importe qui mène pas, etc. Gasperini, il s'est dit, en fait, de toute façon, cette équipe, si tu te fais dominer par le Bayern, t'es mort. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va pas les laisser nous dominer. Et c'est quand même, moi, je suis d'accord. J'ai entendu ça, je sais plus où est-ce que je l'ai entendu, mais j'étais absolument d'accord. C'est que l'Atalanta, c'est une petite équipe, ok. Le Bayern, c'est pas une grande équipe, mais c'est quand même une équipe qui a un passé avec un palmarès. Ils ont gagné la Coupe de l'UEFA en 88. Coupe de l'UEFA qui était la meilleure des Coupes d'Europe à l'époque. Donc la Coupe de l'UEFA en 88, ils ont déjà quand même gagné des titres par-ci par-là. L'Atalanta, rien du tout, que dalle. Ils arrivent en finale de l'Europa League, c'est leur première finale de Coupe d'Europe, et ils jouent comme s'ils étaient le Real Madrid. Et c'est ça, moi, qui m'hallucine, en fait. Où tu te dis, mais en fait, c'est une petite équipe. Donc, c'est l'équivalent de Rennes, l'Atalanta. Si les gens essayent de se demander ce que c'est, parce que c'est pas une grande équipe italienne. Si les gens pensent que c'est une grande équipe italienne, c'est pas du tout le cas. C'est une petite équipe italienne, mignonne, de milieu de tableau, qui, ces derniers temps, surperforme un peu. Et on les voit, là, en Champions, parce qu'ils terminent 5e. De temps en temps, voilà. Mais c'est une petite équipe italienne. C'est Rennes, en fait. Et Rennes, en finale d'une Coupe d'Europe, ils jouent comme si c'était le Real. Je te garantis, ça n'arrive pas. C'est sûr et certain. Ils se mettent à 87 derrière. Il y a même l'intendant qui est dans les cages en se disant, sur un malentendu, on va peut-être faire un but en contre avec un de nos tout droits. Voilà ce qui va se passer en fait.
l'Atalanta, ils ont joué exactement de l'inverse en se disant, en fait, on va les dominer de la tête et des épaules et il n'y a que comme ça qu'on peut gagner. Et en fait, c'est pas non seulement ils ont gagné, c'est ils les ont atomisés. Donc, avec des joueurs beaucoup moins talentueux qu'en face. Hein. Alors, bien sûr, plus physique, dans un système de jeu qui est finalement beaucoup plus rodé, mais ça ne change pas que au niveau du talent, tu ne peux pas comparer. Florian Wirtz, il n'y a pas d'équivalent en face. Il n'y en a pas. Honnêtement, c'est sûr et certain, il n'y en a pas. Donc voilà, il y a des attaquants comme Frimpong. Ok, tu peux peut-être le comparer à Lookman, à peu près, et encore, je ne suis pas sûr. Scamacca contre Boniface, je pense que ça se vaut à peu près. Xhaka, ok, Ederson, ça se vaut à peu près. Mais Florian Wirtz, par exemple, t'en as pas. Au niveau du talent, je pense quand même que le Bayern est un petit peu au-dessus que l'Atalanta, mais il n'y a pas que ça dans le football. Pas que du talent, il y a aussi de la préparation, du plan de jeu, etc. Et franchement, chapeau Gasperini. Gasperini, dont je le répète, n'est pas une bonne personne. Je ne suis pas en train de tuer le mythe, c'est vraiment un con. Donc voilà, tous les gens qui suivent la Serie A ont probablement une image de Gasperini où tu te dis c'est pas possible d'être aussi antipathique et dégueulasse et vraiment ultra énervant. C'est vraiment pas une bonne personne, même avec ses joueurs. Hein. C'est pas du tout un gars. D'ailleurs, tu le vois même dans les célébrations. Les célébrations avec Gasperini, elles sont pas du tout fusionnelles. Pas du tout. Même les contacts physiques avec ses joueurs, ils sont bizarres en fait. Tu vois bien qu'il y a un ou deux joueurs, style De Roon, avec qui vraiment il a une relation. Tous les autres, c'est très 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 distant. Hein. C'est un mec qui est vraiment dans le rapport humain pas du tout agréable. Mais en revanche, tactiquement, c'est un très bon coach. Qui a jamais eu de grands joueurs, mais qui a eu des bons joueurs. Hein. Donc voilà, très souvent, il s'est pris la tête. Hein. Il s'est pris la tête avec Papou Gomez, il s'est pris la tête avec le directeur sportif qui a créé, on va dire, l'Atalanta, qui est maintenant le nouveau directeur sportif de Bologne, enfin depuis 2 saisons, et on voit ce que ça donne. Donc tu vois bien que l'Atalanta, c'est aussi le directeur sportif, hein, parce que quand tu vois ce qu'il fait à Bologne, voilà. Eh ben, il a réussi à se prendre la tête avec lui parce qu'il prenait trop de trucs. Gasperini, c'est pas du tout l'image idyllique du coach. Ah, il est trop gentil. C'est pas Jürgen Klopp, hein. C'est pas du tout. Hein. C'est une vraie tête de mais bon, voilà, il est pas mauvais. c'est tout comme ça. Donc voilà. Mais bon, en tous les cas, chapeau. Bravo, monsieur Gasperini. Même si vous êtes antipathique au possible, au moins, voilà, vous avez fait ce que vous avez fait. Bravo, félicitations. Grande Lookman, les supporters d'Everton ont rien dû comprendre en voyant la finale de Lookman. Franchement, il joue bien, hein, Lookman. Hein, depuis d'ailleurs, je tiens à reconnaître au JCRM, au Cotonou qui vraiment, honnêtement, pour de vrai, hein, a été un des premiers à m'alerter sur Lookman en disant que c'était un bon joueur. Et puis moi, je le voyais jouer, je lui disais ouais, mais c'est pas non plus foufou. Il est pas très régulier cette saison. En fait, je pense d'ailleurs que sa saison après Cannes est complètement différente. Il fait une très très bonne Cannes et derrière, quand il revient, il est plein de bourre. Tu vois, on a l'impression, on dit souvent que la Cannes, ça vient casser la saison des joueurs et tout. En fait, ça dépend. Parce que le Nigeria est allé en finale, ils auraient pu effectivement s'effondrer, surtout après leur défaite contre la Côte d'Ivoire. Mais en fait, ça l'a lancé, mais de fou. Ça lui a donné une confiance en lui absolument incroyable. Et derrière, en fait, quand il est rentré à l'Atalanta, moi j'ai vu un avant-après la CAN. Hein. Il est vraiment ultra fort. Donc voilà. Et effectivement, Lookman qui a joué en jeune pour l'équipe d'Angleterre et qui a été effectivement à Everton, c'est clair que maintenant il a choisi le Nigeria et c'est très bien, hein, tant mieux. Hein, il fait quand même une finale de CAN. Est-ce qu'il aurait fait une finale d'Euro ? On va voir cet été avec l'Angleterre. Mais bon. Mon père, qui n'avait pas encore regardé l'Atalanta jouer, m'a dit « C'est qui ce Lookman ? C'est 3 buts, un banger. » Oui, c'est clair. Mais quelque part aussi, c'est pas un super... Tu vois, les gens, justement... Alors, c'est très bien que ton papa est pas obligé de regarder tous les matchs de l'Atalanta, mais Lookman, c'est pas vraiment un buteur, en fait. Alors là, les gens vont se dire « Waouh, c'est un super buteur, il a marqué 3 buts en finale, c'est pas arrivé depuis Upa Inkes en 1975, je crois, ou 72. » Oui, c'est vrai. Mais c'est pas du tout quelqu'un qui a l'habitude de marquer des triplés. Pas du tout, du tout. Donc il faut pas que les gens pensent que c'est un attaquant, enfin que c'est un buteur, parce que c'est pas vraiment ça. C'est un très très bon attaquant de côté qui va créer des situations, il marque des buts, mais très souvent aussi il fait des passes décisives, c'est surtout ça son truc, et surtout il perturbe
les défenses adverses avec sa vitesse et puis voilà, ses dribbles vraiment feu follet, quoi. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui notait que finalement, en fait, tous ces types de célébrations, en fait, ils sont pas vraiment. Tu sais, il faut le dire quand même, parce que ces célébrations, elles sont quand même beaucoup plus anglo-saxonnes, anglaises, beaucoup dans la retenue, elles font beaucoup plus penser à Thierry Henry, par exemple, que à un joueur africain type Osimhen, par exemple, qui est aussi nigérian. Osimhen, quand il marque un but, le gars, il arrache tout, il est super content, il va haranguer le public, etc. Lookman, à chaque fois qu'il marque un but, c'est très retenu et tout, parce qu'en fait, il a grandi en Angleterre et finalement, c'est un Anglais. Enfin, je veux dire, c'est un Anglais. Dans sa culture, c'est un Anglais. Donc voilà, beaucoup plus dans la retenue. C'est marrant parce que tu t'attends pas à ça vu que tu penses que c'est un joueur vraiment africain du Nigeria, quoi. Mais en fait, pas vraiment. Donc voilà. Mon père, qui n'avait pas encore regardé l'Atalanta Alonso s'est aussi bien loupé sur sa compo de départ. Ça n'enlève rien au talent de l'Atalanta, mais quand même. Oui, je suis d'accord, mais en même temps, c'est pas un truc. Oui, je suis d'accord. C'est vrai, il s'est planté, preuve en est, mais c'est pas un truc qu'il a pas fait toute la saison. C'est pas comme Guardiola, par exemple, qui se rate 2 ou 3 fois d'affilée, enfin 2 fois en tous les cas en Coupe d'Europe d'affilée, juste pour un péché d'orgueil, parce qu'il avait envie de montrer que c'était lui qui pouvait changer le jeu en retirant Rodri en finale de Ligue des Champions contre Chelsea, par exemple, ou je sais plus ce qu'il avait fait comme dinguerie, en mettant pas de numéro 9, je sais plus quand. Bref, ça ne change pas que Alonso, tout au long de la saison, il a fait ça. Même dans les très gros matchs en Bundesliga, il retirait 3, 4, 5 titulaires, dont tu penses que c'est des titulaires, et il mettait des joueurs remplaçants. En même temps, quelque part, tu es obligé de te dire, ouais, mais c'est pour ça qu'il est invaincu. C'est parce que s'il avait laissé son 11 tout au long de la saison, à un moment donné, il aurait eu des blessés et les gars qui seraient rentrés, vu qu'ils n'ont pas de temps de jeu, c'est ce qu'on disait avec Luis Enrique, en fait. Les gars qui sont rentrés, vu qu'ils n'ont pas de temps de jeu, ils ne sont pas au niveau, ils n'ont pas le rythme physique, ou même s'ils ont le rythme physique, ils n'ont pas d'automatisme. Dans les matchs, même si tu t'entraînes toute la semaine, ça n'a rien à voir un match. Donc, effectivement, tu pourrais te dire, en fait, il a gagné et il est invaincu parce qu'en fait, de toute façon, son équipe, elle tournait tout le temps, à quelques rares exceptions, mais même Florian Wirtz démarrait souvent les matchs sur le banc. Alors là, en fin de saison, en plus, il s'est blessé, donc très souvent, il le faisait jouer que 20 minutes, 30 minutes à dose homéopathique pour être sûr de pouvoir l'avoir jusqu'au bout. Mais même quand il était en pleine forme, il n'était pas titulaire forcément obligatoirement dans tous les gros matchs. Souvent, il rentrait en cours de match. Et même des matchs contre le Bayern, des trucs comme ça, où j'ai vu des titulaires comme Boniface, par exemple, ne pas être là et rentrer en cours de match. Donc c'est quelque chose qu'il avait l'habitude de faire. Je pense qu'il n'a pas voulu déroger. C'est aussi comme ça qu'il a gardé son groupe mobilisé jusqu'au bout et absolument motivé sur tous les objectifs, etc. Parce que personne ne sait qui va jouer, qui ne va pas jouer. Et ça donne une émulation, comme ce que Luis Enrique a tenté de faire au Paris Saint-Germain. Je ne veux pas faire de parallèle, mais c'est le défaut de sa qualité, en fait. C'est-à-dire que c'est des entraîneurs qui arrivent à motiver les joueurs et d'ailleurs, tu prends les 3 entraîneurs, c'est 3 entraîneurs espagnols, Xavi Alonso, Luis Enrique et Guardiola. Ce sont des entraîneurs qui pensent groupe. Si tu veux penser groupe, tu es obligé de donner du temps de jeu à tout le monde. Si tu veux donner du temps de jeu à tout le monde, tu peux pas le faire que contre Guingamp. Sinon, les gars, ils se disent, moi, je joue tous les matchs en bois, et la motivation intrinsèque, elle part. Donc, tu es obligé de les faire jouer aussi de temps en temps des très gros matchs en leur disant, tu vois, tu travailles bien à l'entraînement, tiens, paf, tu joues tel match. Et c'est aussi ça qui te permet, bien sûr, d'être invaincu sur quasi tous les tableaux, parce que en fait, tout le monde est motivé tout le temps. Chaque semaine, les mecs se donnent à fond, et quand ils jouent, ils veulent montrer qu'ils peuvent avoir leur place, etc., etc. Donc, je suis d'accord, mais c'est aussi c'est le bon côté des choses et le mauvais côté des choses. Je suis d'accord, parce que là, tactiquement, il y a un gars qui est en face, les a détruits. Donc ça c'est un problème, parce qu'au début ils se font dominer, mais ça dure pas longtemps, 10 minutes, et il refait des réajustements tactiques, Gasperini, et ça fait bam, allez bisous, c'est gentil, vous voyez plus rien, vous voyez plus la balle, vous pouvez même pas la sortir. Florian Wirtz, il a été inexistant dans ce match, donc voilà, mais bon, c'est sûr. Mais sur la finale, mets ton équipe type et ne bricole pas Frimpong ailier droit, Wirtz ailier gauche, chelou quand même. Oui, moi, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi, mais surtout quand tu as un Boniface qui est en forme, que tu as fait revenir petit à petit, etc. Mais mets-le dès le départ. Après,
Franchement, je pense qu'au niveau physique, il n'y avait pas photo. L'Atalanta, de toute façon, c'est ce qu'on disait, j'en parlais avant le match contre Marseille, où je disais, mais les Marseillais ne se rendent pas compte comment ils vont se faire éteindre physiquement par l'Atalanta, parce que l'Atalanta, si tu n'es pas très très au-dessus au niveau technique, et que tu arrives en fait à les faire courir dans le vent, s'ils commencent à pouvoir te mettre des tampons, t'en prends un, t'en prends deux, au troisième, en fait, tu fais n'importe quoi dans ta relance. Parce que quand Ruggeri te met un tampon, Scalvini te met un tampon, Ederson il te met un tampon, Scamacca, là, pensez bien au gabarit de chaque mec que je suis en train de vous dire. Hein. Parce que je vais vous dire, que ce soit même De Roon, Attebourg, ce que tu veux, hein, ils te mettent des tampons, t'en prends deux, au troisième, tu mets la balle dans les tribunes. Hein. T'en as marre, tu veux plus qu'ils viennent te voir. Donc c'est ça le truc, c'est qu'ils sont très 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 au-dessus physiquement. Et en plus, ils ont réussi à trouver des joueurs très au-dessus physiquement et des joueurs techniques, comme Coop Miners, qui est très fort physiquement et pas mauvais techniquement, même très bon techniquement. Ederson, très fort physiquement, pas mauvais techniquement. Lookman, bon, physiquement, très rapide, pas super fort, mais très bon techniquement. Donc franchement, ça a donné un bon alliage, quoi. C'était une très bonne équipe, hein, cette équipe d'Atalanta. Et bon, voilà quoi. Pourtant, c'est pas trop vu en championnat. Mais l'Atalanta, beaucoup oublient qu'à quelques minutes près, ils étaient en finale de Ligue des Champions Covid-19 et étaient en finale. Oui, effectivement. En demi-finale en tous les cas. Parce que c'était en quart qui rencontre Paris. Mais oui, à la 89e minute, ils mènent 1-0. Hein. Donc c'est chaud. On est éliminé dans le PSG, c'est vrai. Ah oui, alors tu veux dire s'ils avaient fait le même parcours que le PSG ensuite? Oui, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord avec toi. Bon, après, il aurait fallu qu'en demi-finale, ils fassent la même chose que le PSG. Ce qui n'était pas forcément sûr. Mais c'est vrai que oui, ils étaient à 1 minute, en tous les cas, à très peu de minutes du truc. D'ailleurs, le football, c'est cruel. Hein. Quand on y pense, finalement, si on regarde un peu... je sais pas, l'Atlético. L'Atlético dans sa finale contre le Real où il mène 1-0 à la 93e minute et la tête de Ramos. Et finalement, ils perdent 4-1 cette finale. C'est terrifiant, honnêtement, c'est terrifiant. Ou je sais pas, le 1-0 de l'Italie, hein, de l'Italie avec l'égalisation, pareil, à la 93e minute de Viltord. Le foot, c'est terrifiant. Ça peut te faire vivre des choses absolument terrifiantes. Franchement, c'est incroyable. Donc voilà. Bref. En tous les cas, voilà. Mener à 2 minutes de la fin, ça ne veut strictement rien dire dans le football. Le pire, c'est le Tottenham Ajax en direct du bar à Amsterdam et le décompte pour la finale et non but de Lucas. Et surtout, tu te prends un triplé de Lucas. Celle-là, elle est... Mais vraiment, tu peux... Impossible de penser que c'est possible, quoi. C'est pas possible, tu vois. Non, franchement, c'était ouf. C'était lunaire. De toute façon, la campagne de Tottenham, elle est incroyable, cette campagne. Contre Manchester City, le but hors jeu, puis ensuite l'autre but. Enfin bref, non, c'était complètement dingue. C'était vraiment complètement dingue. Donc voilà. Ouais, il n'y a que le foot pour nous faire vivre des moments comme ça. D'ailleurs, cette campagne de Ligue des Champions était probablement une des campagnes de Ligue des Champions les plus incroyables que j'ai vécues. Donc, qu'on a tous vécu, je pense d'ailleurs. Voilà, je pense que si on doit faire vraiment le top de la Ligue des Champions, la plus grande finale, je pense, de tous les temps, probablement que c'est quand même Liverpool-Milan. Malheureusement, mais bon, c'est quand même, je pense, celle-là. Et la meilleure Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions 2021. C'était complètement ouf. Avec les retournements de situation du Real, de Tottenham, de l'Ajax, de Liverpool. Ah non, mais non, je me trompe. Non, pardon. Mais celle-là, effectivement, cette Ligue des Champions est quand même la plus retournante. Après, la campagne individuelle, effectivement, d'une équipe, je pense que c'est celle du Real de 2021, où chaque tour, ils doivent perdre. Chaque tour, ils s'en sortent, tu sais pas comment. Même eux, je pense, ils savent pas trop comment. Donc, ouais. Ouais, voilà, on a la meilleure finale, le meilleur parcours d'une équipe et la meilleure compétition en général. Effectivement, c'était 2020, donc, je crois. Effectivement. Le Milan versus Liverpool, le Bayern United, c'est vrai, t'as absolument, mais le Milan-Liverpool, il est encore pire parce qu'il y a une telle domination en première mi-temps, une telle domination en deuxième mi-temps, et pourtant il y avait un 3-3 c'est lunaire, c'est là. Mais c'est vrai que le Manchester United-Bayern, avec les 2 buts dans les arrêts de jeu, ça c'est quand même, c'est là aussi, je pense, Cufour il pleure encore, hein.
Cufour, il pleure encore. Sur les 2 corners, c'est lui qui est au marquage. Les 2, voilà, quoi. Tu sais que le lendemain, je crois que j'ai déjà dit ici, mais le lendemain, je vais à l'école, parce que, enfin, j'étais au collège, je pense, un truc comme ça, au lycée. Je vais au lycée, et donc, moi, j'avais regardé le match jusqu'à la fin. Et je leur dis, mais t'as vu le match d'hier soir et tout? Ouais, je suis dégoûté, le Bayern a gagné et tout. Et il y avait énormément de gens qui n'avaient pas vu le match jusqu'au bout, qui avaient éteint la télé avant, qui étaient sûrs que c'était le Bayern qui avait gagné. Il faut bien savoir qu'on est dans une époque où Internet n'existe pas. Donc, si tu n'as pas acheté l'équipe du jour ce matin-là, tu ne sais pas que Manchester United a gagné. Et toi, tu penses que le Bayern a gagné. Et si tu lis le journal, tu peux avoir des hallucinations en te disant, mais je suis dans une réalité parallèle ou quoi? donc voilà, vraiment, c'est hallucinant. Voilà, je vous le dis parce que c'est quand même des moments qu'on peut plus vivre en 2024 à cause des smartphones et d'Internet, etc. Tout le monde est au courant de tout, même si tu éteins ton téléphone ou ta télé avant la fin du match, tu te réveilles le matin, ton premier tweet que tu prends ou premier ce que tu veux, bah en fait tu es sûr que tu as l'info, quoi. Donc voilà. Le Milan versus Liverpool et le Bayern United, aussi la clim pour les Allemands. Ceux qui l'ont vaincu et sont encore en vie doivent encore en faire des cauchemars. Mais c'est clair, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est horrible. Donc voilà. Bon, ça c'était pour Forza Atalanta, vraiment bravo. Et puis j'ai terminé ce petit point, il est 20h50, par la Serie A le mérite. Parce que franchement, de toute façon ça se voit, hein, meilleure nation au nombre de points UEFA sur ces 5 dernières années, un nombre de finales de Coupe d'Europe complètement folle. Enfin, je veux dire, il y a quand même l'année dernière 3 équipes italiennes, même 3 équipes italiennes en finale de Coupe d'Europe. Cette année, 2 équipes italiennes en finale de Coupe d'Europe. L'année précédente, 2 équipes italiennes en finale de Coupe d'Europe, etc., etc. Et le nombre de clubs italiens en demi-finale de Coupe d'Europe, c'était complètement dingue l'année dernière. Ils étaient 5 sur les 3 compétitions. C'était fou. et voilà. Et la Roma qui remporte la Conference League, l'Atalanta qui remporte l'Europa League, peut-être la Fiorentina qui va remporter la Conference League, l'Inter qui est allé en finale de Ligue des Champions l'année dernière, Milan en demi, Naples en quart, etc., etc. Donc, franchement, la Serie A a vraiment le mérite. Elle ne récolte que les fruits qu'elle a semés depuis de nombreuses années. Ça fait très longtemps que je dis et que je claironne un peu partout que la Serie A est de retour, parce que ça se voit en fait tout simplement dans la qualité des matchs, la qualité du championnat, le suspense incroyable qu'il y a dans ce championnat, où n'importe quelle équipe... Alors, c'est vrai que ces 2 dernières saisons, on a eu Naples et l'Inter qui étaient vraiment très au-dessus des autres. Donc, ces 2 équipes-là étaient hors normes. Et quand tu croisais Naples ou l'Inter, oui, effectivement, très souvent, ils gagnaient. Mais pour toutes les autres équipes du championnat, que tu sois 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, tu ne sais pas qui va gagner. Je te le dis, tu regardes le match entre le 2e et le 8e, il y a quand même de très grandes chances que tu prennes une pipe. Et c'est sûr et certain. Je sais, je le vis tout le temps. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment fantastique, en fait. Et surtout, tu as un nouveau champion chaque saison. Chaque saison, tu as un nouveau champion depuis 4 saisons. Et ça, c'est le seul championnat en Europe qui est comme ça. Et ça fait du bien, en fait. Et c'est ça qui crée cette émulation. L'année dernière, c'était Naples. L'année d'avant, c'était Milan. Cette année, c'est l'Inter. L'année encore avant, c'était l'Inter. Ok, l'Inter en a gagné 2 sur 4. Milan et Naples en ont pris 2 autres. La Juve, avant, il y a 5 ans, c'était eux qui avaient pris le championnat. Donc, tu vois, on voit que c'est bien, ça tourne. Cette année, j'espère qu'avec Motta, la Juve pourra vraiment être dans la course au titre jusqu'au bout. Et c'est vraiment mortel, quoi. Donc voilà. Le seul truc, c'est que pour l'instant, ces 2 dernières saisons, il y a eu vraiment une équipe qui était très au-dessus des autres. Et c'est dommage. Moi, j'aime bien quand on a des luttes pour le titre jusqu'à la fin du championnat. Là, en revanche, on a des luttes pour l'Europe qui sont absolument incroyables. Donc voilà, vraiment bravo. C'est merci pour ce spectacle, parce que peut-être que vous allez dire que j'ai un œil biaisé, mais je le maintiens. Je regarde beaucoup de football. Je regarde l'Espagne, je regarde l'Allemagne, je regarde l'Angleterre et je regarde l'Italie et de temps en temps un petit peu de France. Mais les 4 championnats, je les regarde vraiment.
Et je suis désolé, mais le championnat dans lequel je m'éclate le plus, c'est la Serie A, en fait. Parce qu'en Angleterre aussi, c'est la même chose. Il y a 3 équipes qui sont hors normes, effectivement, qui ont les meilleurs talents, les meilleurs joueurs, etc., etc. Et quand c'est pas ces équipes-là qui se rencontrent, en fait, tu t'emmerdes. En fait, vraiment, tu t'emmerdes parce que Manchester, c'est naze. Tottenham, ça a été bien, paraît-il, mais ça dure pas longtemps. Liverpool, c'est pareil. Et encore, je l'ai mis dans les 3, tu vois, Liverpool. Chelsea, bon là j'en parle même pas, c'est une catastrophe. Donc voilà, après tu as des équipes un peu comme Aston Villa, West Ham, des trucs comme ça, mais c'est quand même pas palpitant, honnêtement. Franchement, c'est pas palpitant le football anglais, et puis en plus c'est très très peu tactique. En Italie, honnêtement, t'as tout, quoi. T'as de l'intensité, t'as des buts, t'as de la tactique, honnêtement, c'est franchement. Et tu as de la passion aussi, alors ce que tu as aussi en Angleterre, ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà, moi je pense sincèrement que la Serie A mérite vraiment ses 2 Coupes d'Europe. J'espère que je vais être le premier supporter de la Fiorentina mercredi, parce qu'ils méritent eux aussi. Ça va faire la 2e finale d'affilée qu'ils font en Coupe d'Europe, en Conference League. C'est pas n'importe quoi. Alors là, ils tombent sur un très très gros morceau. L'Olympiakos, ils sont injouables. Donc franchement, s'ils le font, respect, parce que moi je les ai vus jouer l'Olympiakos en Coupe d'Europe. Je me suis dit, mais c'est quoi cette équipe ? Mais d'où elle sort? Donc franchement, voilà, non, honnêtement, la Serie A le mérite, la victoire de l'Atalanta, la victoire de la Roma, probablement la victoire de la Fiorentina, et on tourne autour et on va la voir bientôt, un vainqueur de la Champions League italien. C'est sûr et certain, parce que ça continue comme ça. L'année prochaine, c'est la course à l'armement. Parce que si tu remets la Juve dans la course, dans la compétition qu'on a en plus, franchement, ça va être horrible. Honnêtement, le problème, c'est ça, c'est que c'est tellement dur le championnat d'Italie tous les jours, que quand tu arrives en Coupe d'Europe, t'es prêt. Il n'y a aucun souci. Les petits, on est mené, tout ça. Non, mais on s'en fout, en fait. On va déglinguer et voilà ce qui se passe. Donc, bravo. Franchement, chapeau. Voilà, bravo la Serie A, bravo pour votre travail. Malheureusement, pas assez de joueurs italiens à mon goût dans les grands clubs italiens. Voilà, ça c'est le seul bémol, je pense, qu'il y a. Mais sinon, le niveau du championnat, bravo, et le niveau des clubs italiens en Angleterre, en Europe, bravo. Au Cotonou is there, donc bien sûr, il est là pour fêter un peu. Alors salut au Cotonou, je vais lire tes commentaires, bien sûr, et je voulais te féliciter aussi, bien sûr, bravo pour la victoire de l'ADA. On a débriefé longuement. Tu réécouteras Buonasera Calcio. Je pense que tu vas aimer tout ce qu'on a dit sur l'ADA. Et pourtant, peu regardent la Serie A. Il faudrait que l'Italie ait une grande compète nationale et fasse de gros travaux sur les stades vieillissants. Ça, c'est le point noir. Je suis tout à fait d'accord. Les stades, tu peux pas les regarder. Alors pour moi, c'est vraiment c'est vraiment nostalgique. J'adore regarder les stades italiens, ça me fait marrer. C'est même pas des stades, t'as l'impression que t'es dans un stade d'équipe du dimanche, quoi, des fois, quand t'es à Bologne, par exemple, ou des trucs comme ça, ou à en l'occurrence, c'est des équipes qui n'y sont plus, mais la Spezia ou des trucs comme ça, tu te dis, mais je suis où là? C'est quoi? Même quand Venise était en Serie A, moi j'adore, mais bon. Après, je peux comprendre que quelqu'un qui vient de la Bundesliga ou de la Première Ligue et qui allume la télé et qui voit ces stades moitié construits, moitié tu sais pas, forcément, les mecs, ils doivent péter un plomb. Ça, je suis d'accord avec toi, vraiment. Et c'est dommage, parce que si on avait des super stades, mais bon, construire un stade en Italie, il y a tellement de paperasse que c'est un truc de fou, quoi. La Roma, ça fait 15 ans qu'ils essayent. C'est pas normal. Il y a un problème. Donc voilà. Salut, j'arrive à la fin, désolé, je me suis endormi. Bravo, félicitations. Et à chaque fois, le vainqueur, c'est sans discussion. Quand tu dis le vainqueur... en Serie A, ouais, absolument. Sono il campione di Europa. Bravo au Cotonou. Au Cotonou, tu fêtes encore le titre. Il dit, je vais fêter jusqu'à ma mort, c'est clair. Niveau tactique, tu as pas mieux en Serie A. Et souvent, les gros clubs sont dans les 5 premières places, pas comme en France où tu retrouves avec un Brest 3e. Ouais, effectivement, alors... Là, tu as Bologne, mais Bologne n'a absolument rien à voir avec Brest. Si les gens pensent que Bologne et Brest, c'est pareil, Bologne, c'est un grand club français, c'est un grand club italien. C'est juste un grand club italien endormi. On peut le comparer à Saint-Étienne. Si un jour, tu vois Saint-Étienne 4e de Ligue 1, ça ne te choque pas. Parce que c'est Saint-Étienne. Tu te dis, OK, voilà, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas performé, mais c'est un grand club. Bologne, c'est un peu la même chose. Alors,
Peut-être pas Saint-Etienne, parce que Saint-Etienne a été à un moment le recordman de... Quoique, non, pas mal, hein. Bologne, ils en ont des titres. Hein. Donc voilà, juste pour qu'on sache. Un peu comme Genoa, par exemple, aussi. Genoa, très grand club. Torino, très grand club. Des clubs endormis, mais avec un très gros palmarès. Donc voilà. C'est Frappart qui arbitre mercredi. Non, sérieusement, au JCRM, pour de vrai. En plus, c'est en Grèce. Ah bah non, tu te fous de ma gueule. Oui, forcément. Je supporte. Non, mais c'est pas Frappart, j'espère. C'est pas possible. Mais donc, Frappart s'est fait arbitrer en Grèce ce week-end. Et elle a mis 3 cartons rouges. Elle est obligée de se faire escorter par la police pour sortir du terrain, la pauvre. Mais en plus, elle est nulle. Enfin, il faut dire la vérité. Ça n'a rien à voir. Moi, ça pourrait être un homme, une femme, ce que tu veux, je m'en fous. Elle est nulle. Elle est nulle. On n'y peut rien. Malheureusement, elle est là pour les mauvaises raisons. C'est ça le souci. Si la Fio gagne, le Torino est en Conference League. Oui, ils sont quoi? Ils sont 10e? Non, parce qu'ils n'ont pas gagné. Il fallait qu'ils gagnent contre Lecce. Ils ne l'ont pas fait. Et ce qui fait que c'est mort. Alors oui, effectivement, de l'autre côté, qui est-ce qui a perdu? L'équipe qui était juste devant, qui a perdu. Je crois que c'est la Fio d'ailleurs. Mais le problème, c'est qu'il fallait qu'il gagne, parce qu'il fallait qu'il soit 9e. C'est le 9e de Serie A, je crois, qui peut potentiellement être en Coupe d'Europe si la Fio gagne. Donc voilà. Tu mets un coup de pelle, tu découvres un Colisée. Oui, ça c'est pas vrai. C'est pas faux. La production audiovisuelle aussi, ça manque d'habillage et de palettes. Bologne, oui, le Marseille-Bologne, je m'en souviens encore, on avait galéré, grave, mais vous étiez passé. Bon, en même temps, vous aviez une super équipe en 99, hein. Il y avait des champions du monde, il y avait des Robert Pires, Laurent Blanc et tout. C'était une très grosse équipe, hein. Mais il y avait même du gars, je crois, à l'époque. Donc, non, c'était une grosse équipe, l'équipe de l'OM. Et l'équipe de Bologne, c'est une grosse équipe aussi, hein, d'ailleurs. À l'époque, il n'y avait pas de petite équipe italienne. Hein. Quand tu vois que la Fiorentina ou même la Samp avait fait 2 finales de Coupe d'Europe d'affilée, 91, je crois. Oui, c'est ça, 91, Coupe des Coupes, ils gagnent la Coupe des Coupes. 92, ils font finale de Ligue des Champions. La Sampdoria de Gênes. L'équipe qui fait l'ascenseur entre la Ligue 2, entre la Série B et la Série A chaque saison. Donc, ils avaient Ruud Gullit comme joueur. C'était n'importe quoi, c'était l'espace. Hein. Franchement, la Série A des années 90, c'était l'espace intersidéral du championnat. C'était bien plus dense que la Première Ligue ou la Série A de maintenant. Hein. Mais rien à voir. Mais c'était n'importe quelle équipe. Tu croisais le 17e de Série A, ils roustaient tout le monde en Europe. C'était horrible. Les gars dépensaient sans compter, il n'y avait pas de fair play financier, les présidents ils dépensaient, tu ne savais pas d'où venait l'argent, c'était n'importe quoi, mais ça marchait, ça gagnait. Franchement, chaque saison, il y a eu des saisons en Coupe d'Europe, beaucoup de saisons que moi j'ai vues, et que vous avez peut-être vues, mais moi que j'ai vu, 3 vainqueurs italiens des 3 Coupes d'Europe. Hein. Ah oui, ils n'avaient pas que ça à faire. Hein. C1, C2, C3, bam, 3 clubs italiens. Un bisou. C'est gentil d'être venu. Même l'Espagne, ils n'ont pas fait des trucs comme ça. Donc, ouais. Non, franchement, les clubs italiens en Coupe d'Europe, enfin, pendant les années 90, tu avais 15 clubs de ultra haut niveau. Tu pouvais croiser n'importe lequel, tu galérais. L'équipe de Parme en 99, quel banger incroyable, c'est clair. C'était une équipe de l'espace. C'est dommage qu'ils aient fait faillite. Hein. Voilà, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'ils faisaient n'importe quoi. Donc voilà, bref. À l'époque, il y avait les mallettes. Alors, je te rassure, tu as bien vécu les années 2010. Parce que si dans les années 2010, il n'y avait pas les mallettes, je ne sais pas ce qu'il y avait. Hein. Donc ça continue, les mallettes. C'est juste que ça s'est calmé un peu avec la VAR, grâce à la VAR. Merci la VAR, bravo, je vous aime. Je ne sais pas, il y a des gens qui n'aiment pas la VAR. Moi, je suis amoureux de la VAR. Voilà, même si c'est perfectible. Hein. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est parfait, mais c'est génial. Parce que après les années 2010 que j'ai vécues, moi, je ne pouvais plus. Hein. Je crois que j'allais arrêter le football, hein, si ça continue comme ça. Hein. Pour de vrai. Hein. J'ai vu tellement d'injustice dans le football dans les années 2010 que je me suis dit c'est bon, j'arrête. À quoi ça sert de regarder un match où tu peux faire n'importe quoi de toute façon, à la fin on sait comment ça se termine en fait. Non, franchement je peux plus, c'est pas possible. Ah, tu dis ça pour les recrutements, oui, c'est clair. Ah ben là c'est sûr, là les recrutements c'est la fête. Ça enlève l'émotion, la VAR. Par contre, j'ose plus célébrer les buts du coup, de peur d'un hors-jeu de 1 mm. Oui, mais non. Moi, je célèbre quand même. Et c'est soit je me dis, oh merde et tout, c'est pas grave, ce sera la prochaine fois. Donc, j'ai quand même célébré. Soit je célèbre une deuxième fois quand le but est validé. Ce qui fait que j'ai 2 fois plus de célébration.
finalement, si tu penses comme ça. Donc voilà, moi je célèbre tous les buts, j'en ai rien à foutre. Mais après, je recélèbre. Voilà, donc ça c'est bien. Après, oui, le hors-jeu c'est binaire. Hein. Le hors-jeu c'est t'es hors-jeu ou t'es pas hors-jeu. Après, moi je trouve qu'il devrait l'assouplir, la règle du hors-jeu, c'est-à-dire par exemple dire que c'est que le buste et tu vois, on s'en fout des membres, par exemple. Des trucs comme ça. Ça, moi je suis d'accord avec toi. Il faudrait peut-être l'assouplir. Mais il y a un moment donné, il faut bien s'arrêter sur un truc. Tu peux pas dire, tu vois, je sais pas, enfin, voilà quoi. T'aimes bien la règle de Wenger, c'est quoi? Ah, il faut juste qu'il y ait une partie du corps qui soit encore en contact avec la ligne du défenseur, je crois, c'est ça? Il me semble. Alors là, c'est sûr, tu auras beaucoup plus de buts. Voilà, total ou non, voilà, c'est ça. Ouais. Oui, tu auras plus de buts. Et on jouera plus leur jeu, tout simplement. C'est-à-dire que il y a un effet pervers à ça au JCRM. Le problème, en fait, c'est que oui, c'est clair. Si on continue à jouer pareil, il y aura beaucoup plus de buts et ce sera bien, ce sera total ou non. Mais moi, je te le dis, la réaction des défenseurs, ça va être quoi? Ça va être de jouer 15 mètres plus bas. C'est ça qui va se passer. C'est-à-dire que les défenses très hautes, les blocs resserrés qui jouent complètement dans le bloc adverse, dans le terrain adverse, c'est terminé ça. Hein. T'arrêtes. Hein. Dès que tu as un gars qui court le 100 mètres en 10 secondes, ce qui est très fréquent maintenant dans le football, tu joues à 5 mètres de ta surface hein, pendant tout le match. Et c'est ça le souci en fait. Tu vois, le gros problème il est là, c'est que toute règle dans un sens a un effet pervers dans l'autre. Donc voilà, moi je trouve qu'on est dans le bon équilibre en ce moment. C'est juste, ok, tu peux te dire, voilà, que le buste. Parce que le problème, c'est comment est-ce que tu contrôles ton bras ou ton pied. C'est compliqué. En revanche, ton corps, tu peux l'aligner assez simplement sur le mec. Donc voilà, je sais pas. Moi, je dis ça. Voilà. Mais ouais. Ça dépend quel membre me dépasse. Quel membre dépasse. Oui, j'ai osé. Bravo au Cotonou Joe. Donc voilà. Bon, en tous les cas, voilà, je voulais vraiment féliciter la Serie A, ça le mérite. Et bravo à l'Atalanta encore une fois. Et franchement, allez la Fiorentina, même si j'ai rien contre le football grec. Hein, franchement, ça leur ferait du bien de gagner une Coupe d'Europe. Mais bon, l'Italie aussi, ça rappellerait à l'Europe que quand ton pays gagne 2 Coupes d'Europe sur 3, que ça fait 2 années d'affilée qu'ils ont soit 3, soit 2 finalistes de Coupe d'Europe, bon ça y est. Je pense qu'il n'y a plus personne qui se demande si la Ligue 1 est supérieure à la Serie A ou je sais pas quoi. Parce qu'il y a des gens encore qui ont cette idée-là. Et ça, des fois, tu te dis, mais on est sur quelle planète là, en fait? Les gens, ils regardent pas le football ou qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, bref, c'est comme ça. Fagioli sélectionné. Pas de Zappacosta, pas de Locatelli. Un mot sur la liste italienne, si on est sur l'Italie. Très étrange. Oui. Ouais, elle est officielle, sauf qu'il a fait une liste de 30, je crois. Il me semble, hein. C'est ça. Donc il va peut-être en séparer encore. Après, Locatelli, moi, je le trouve vraiment pas bon depuis plusieurs années, depuis l'Euro, en fait. J'aime pas du tout Locatelli. Son style de jeu, même son attitude, elle m'énerve, un truc de fou. Donc je sais pas pourquoi, mais son style de jeu, je le déteste. Fagioli, bon, c'est pas non plus transcendant, quoi. Donc voilà. Et beaucoup trop de joueurs de Torino. Ça va, en Suisse, on a sélectionné 38 joueurs. Sérieusement? Il a fait 38 joueurs, le coach? Bah écoute, franchement, pourquoi pas en fait? Il y a que l'autre là qui nous saoule avec Didier Deschamps. Il a la possibilité de prendre 26 joueurs, il en prend que 25. Tu sais pas pourquoi? Il y en a un qui est déjà blessé, donc ça veut dire on va y aller à 24. Pourquoi tu prends pas 26? Et au pire, tu dis j'en renverrai 3. Je sais pas, fais ta vie, mais profite. Profite. Pourquoi tu prends que 25? T'aurais pu prendre quelqu'un d'autre. Enfin, je sais pas, il y a des joueurs qui méritent quand même. C'est abusé, mais bon, bref. C'est Laurent Blanc, c'est Didier Deschamps et sa logique de groupe. Voilà, c'est comme ça. Il préfère ne pas prendre, mais être sûr des gars qu'il prend, plutôt que prendre trop et que ça brise un peu son équilibre de groupe. C'est un choix, après. C'est un choix qui a été vainqueur une fois. Voilà. Là, on verra si son bilan est plutôt équitable. S'il gagne cette année, bravo, félicitations. Là, il n'y a rien à dire. Tu as gagné 1 euro, une Coupe du Monde sur 4 compétitions. Respect. Mais si tu fais sur 4 compétitions, même 5 compétitions, une seule victoire, ok, 2 finales, bon, d'accord. Mais ça commence à plus être si clinquant que ça, ton bilan. Donc bref, on verra.
Et il demande à Verretou, tu es en vacances, mais n'en profite pas, car si Tchouaméni blessé, il sera là. Bah oui, prends-le directement. De toute façon, tu as le 26e. Donc prends Verretou. Et puis voilà, c'est débile. Des vacances light pour lui, du coup. Peut-être que le 26e va semer la pagaille. Ouais, c'est Verretou qui, de toute façon, il veut le récupérer. Donc ça sert à rien. Ok, que tu me dises, je prends pas la Casette parce que la Casette, je me suis jamais entendu avec lui, c'est une tête de con. Ok, super. D'accord, pas de problème. Alors, je sais pas si la Casette est une tête de con. Hein. Je dis juste que Deschamps, je pense ça. Parce que c'est pas possible qu'il le sélectionne jamais. Encore maintenant, bon, c'est pas grave, il est en fin de carrière, mais il y a un moment donné où il méritait d'être sélectionné, il le prenait pas. C'était Benzema bis. Donc bon, voilà, je pense qu'il y a un problème, il y a eu un conflit à un moment. Ok, tu veux pas mettre justement quelqu'un dont tu penses qu'il va mettre la pagaille, pas de problème. Mais si tu dis à Verretou, voilà, je te prends pas, mais quand même peut-être je vais te prendre parce que Tchouaméni il a une fracture de fatigue, bah, franchement, prends-le, parce que là, tu lui dis, en gros, t'es vraiment la roue de secours. J'ai préféré prendre un mec qui a une fracture plutôt que te prendre toi. Sérieusement, c'est pas normal quand même. Bon, bref. Enfin, bref. Voilà, écoutez, pour ce soir, c'est terminé. La semaine prochaine, on a en revanche, franchement, du très très lourd à débriefer, parce qu'il y aura eu 2 finales de Coupe d'Europe à débriefer. Donc ce sera vraiment top. Et puis ensuite, on fera une petite pause avant de reprendre le 14 juin pour l'Euro. Donc voilà, mais la semaine prochaine, il y aura bien Buonasera Calcio. On va se faire une spéciale finale de Coupe d'Europe la semaine prochaine. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire avec les adieux de Reus, les adieux de Kroos, etc. Bah, c'est déjà fini au Cotonou. Quand même, il est 21h10, on a commencé à 20h, donc quand même, hein, c'est quand même pas mal. Et des officialisations peut-être lundi prochain aussi niveau coach. Ouais, absolument, il y aura pas mal de choses, je pense. Ça va commencer à bouger vraiment sérieusement parce que la saison est terminée. Donc là, il va commencer à y avoir des annonces et tout, donc on va pouvoir aussi en parler carrément. Voilà, bah écoutez, merci comme toujours d'être fidèles, hein, les fidèles parmi les fidèles. D'être là tous les lundis soirs. Merci à ceux qui vont réécouter Buonasera Calcio en podcast ou à revoir sur YouTube. Donc oui, c'est sur YouTube où il y a bien sûr le plus de vues. En podcast, il y a les aficionados des podcasts, donc je continue le podcast, mais c'est surtout sur YouTube qu'il y a le plus de vues. Donc voilà, merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine de football, et on se revoit lundi prochain à 20h. Merci beaucoup et n'oubliez pas, ciao les gars, ciao ciao.